21h à Yaoundé, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est un plaisir renouvelé de retrouver le peuple panafricain ce soir, une fois de plus, sur Info TV, pour votre rendez-vous de chaque lundi lorsqu'il est 21h à Yaoundé au Cameroun. Ce soir, nous sommes au cœur de l'actualité panafricaine. Nous allons ensemble interroger les toutes récentes sorties de Robert Bourgi, un homme connu dans les réseaux France-Africains, j'y arrive, qui justement via son tout nouveau livre met en avant une série de révélations fracassantes, une série de révélations détonnantes qui font abondamment réagir. Ce soir, nous revenons en long et en large sur justement ce qu'on a appelé sur le plateau de Ouro Africa, les confidences de Robert Bourgi. Sont-elles crédibles? On va ensemble interroger le timing de cette sortie de Robert Bourgi. Peut-on lui accorder une once de crédit lorsque l'on connaît son rôle trouble dans certaines affaires, dans certains réseaux et même dans une certaine histoire entre la France et justement le continent africain? Robert Bourgi est-il celui-là qui va faire finir ou alors achever la France-Afrique? C'est une interrogation qui va meubler le menu de nos échanges ce soir sur Ouro Africa. Je vous ai présenté le menu, je souffle en régie. Je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner ce soir. Retour sur le plateau de Ouro Africa et justement pour nous accompagner sur cette actualité qui met en avant la toute récente communication de Robert Bourgi, nous avons sur ce plateau des personnes, que dis-je, des personnalités même avec qui justement nous allons meubler les échanges sur la problématique. Et la toute première que je m'en vais présenter est un habitué de ce plateau. Il est politologue. Il sera abondamment question de politique ce soir. Paul Stéphane Menunga, une fois de plus, est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs et internautes, bonsoir aux copanélistes. C'est toujours un plaisir d'être convié à cette émission. Merci Paul Stéphane pour la présence. Je m'en vais tout en face de vous présenter un journaliste, aussi acteur politique, Simon Messengue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, un bonsoir particulier à nos millions de téléspectateurs et surtout à l'un des téléspectateurs les plus en vue en ce moment, le président camerounais, son Excellence Paul Biya, que certains internautes, une fois de plus, ont tout fait de tuer comme d'habitude. C'est-à-dire que dans les réseaux sociaux, ça va dans tous les sens. Mais je le salue une fois de plus ce soir. Et bien évidemment, l'encourage à continuer son œuvre messianique sur le pays des lions indomptables. Bonsoir. Merci Simon Messengue. Un homme politique peut en cacher un autre ce soir sur Ouro Africa. Il est justement homme politique, je l'ai dit. Il est de l'Union des populations du Cameroun. C'est sa formation. Sylvestre Nyek, bonsoir et bienvenue. Stéphane Baga, vous ne pouvez pas parler de moi en estimant que Simon Mutingue, mon beau-fils, pourrait me cacher. je suis très embêté d'écouter ça. Bon, mais vous savez, l'expression est libre. Permettez-moi la formule. Je comprends pas la formule, mais je voulais au cas où. Parce qu'il avait à parler. C'est pas là les problèmes. Parce que pour qu'un fils cache son beau-père, il faut qu'il s'arme d'autre chose. Oui. Je suis heureux de savoir que je partage plateau avec mes frères et c'est une bonne chose. Maintenant, lorsque je l'ai dit, je voudrais vous dire un bonjour particulier. Oui. À vous parce que Ouro Africa, c'est une émission à laquelle j'ai manqué. Pendant ce temps, j'ai été sollicité, l'argent ne l'a pas permis. Je voudrais vous demander honnêtement pardon pour les manquements. Maintenant, vous dire que je suis disposé à vous accompagner chaque fois que c'est le cas.
Merci, Monsieur Niek, pour la présence et surtout pour les mots chaleureux. La grande équipe de production de Ouro Africa, justement, a constaté votre absence et justement, nous sommes heureux ce soir de vous avoir parmi nous. Je m'en vais vers ma gauche proche avec un acteur de la société civile, Jean de Dieu Evuna, une fois de plus, aussi est parmi nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à toutes les compagnonnistes, aux millions de téléspectateurs. En révérence et envers les populations, les familles de Gaza et du Liban, ces civils qui meurent tous les jours des bombardements du sionisme. Je voudrais dire que l'Afrique qui a toujours été victime de l'esclavage, de la colonisation, du néocolonialisme et de toutes les impostures de l'impérialisme et de tout cœur avec ces familles qui pleurent tous les jours, qui perdent les enfants, qui perdent les femmes, qui perdent tout ce qu'ils ont comme sécurité sociale à cause d'un ordre mondial impérialiste. Nous sommes avec vous. Merci Jean de Dieu Evuna de nous entraîner vers cette turpitude du côté du Moyen et Proche-Orient. On en parlera en d'autres circonstances. Je termine l'acte de présentation de ce soir avec un qui fait son baptême de feu sur Ouro Africa. Il est juriste. Monsieur Jules Maillot nous fait l'honneur de sa présence. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane. Merci pour votre invitation. Je suis tout le même honoré de cette invitation et surtout, lorsque j'ai vu le thème, je ne pouvais pas manquer d'être là ce soir. Alors, je voudrais également dire bonsoir à ce panel, ce très riche panel, parce que j'ai à ma droite pour la première fois un maire. Lorsqu'on a été maire, on est du maire. C'est tout de même lorsqu'on a été honorable. Le nom ne finit jamais. Donc, monsieur le maire, bonsoir particulièrement. Et je voulais vous dire honorable monsieur le maire. Honorable monsieur le maire suppléant pendant 7 ans. Honorable monsieur le maire. Je m'en pas suffisamment. Et ça, c'est l'occasion de vous le rappeler. Même si le ne vous fait pas mal, mais bonsoir, honorable monsieur le maire. Voilà. Alors, je voudrais également dire bonsoir. Un bonsoir particulier à nos milliers de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Vous savez, Ouro Africa, c'est une émission que j'ai longtemps regardée à la télé. Oui. Et c'est une émission, pour moi, une émission authentique qui nous replonge, n'est-ce pas, dans l'Afrique profonde. Oui. Vraiment l'Afrique. Et lorsque j'entends le générique, ça nous remet à l'époque où nos parents, nos grands-parents combattaient contre les Blancs. Par rapport à la colonisation. Donc, je suis très ravi. C'est pour vous dire que je suis très ravi d'être là ce soir. Et donc, merci à vous, Jules Maillot, pour la présence sur ce plateau. Alors, mesdames, messieurs, je l'ai dit et annoncé, nous allons justement nous exprimer et revenir de long en large sur les dernières confidences via son livre de Robert Bourgi, un personnage sulfureux, que je vais laisser le soin à Paul Stéphane Menunga de nous présenter. Alors, Paul Stéphane, beaucoup s'interrogent sur le personnage Bourgi. En quelques mots, qui est-il et quels sont ses principaux faits d'armes pour que son nom résonne et fasse trembler le continent depuis quelques semaines? Non, je ne vais pas faire une présentation structurée et profonde de Robert Bourgi déjà parce que, de un, il ne m'intéresse pas. Non, c'est une vérité, il ne m'intéresse pas. Oui. Du coup, je n'ai pas le temps d'aller fouiller dans la vie d'un tel personnage qui ne peut rien apporter à l'Afrique, qui a des vrais problèmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un acteur, j'ai envie de dire, très important, ou un disciple. C'est un disciple de Foccart. Oui. Et tout le monde sait qui a été Foccart et le rôle que Foccart a joué dans la France-Afrique. Donc il faut simplement savoir que c'est un maillon important de la pérennisation de la France-Afrique en Afrique subsaharienne. Et il a souvent joué un rôle très important dans, j'ai envie de dire, la désignation ou l'imposition de certains chefs d'État dans les pays d'Afrique subsaharienne. Voilà ce que je peux dire du personnage, parce qu'à la réalité, faire des recherches sur lui, en réalité, pour moi, c'est une perte de temps, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Le personnage ne m'intéresse véritablement pas.
Alors, merci Paul Stéphane. Simon Messengue, vous au moins, vous avez eu écho de Robert Bourgi. Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux lorsqu'on dit Robert Bourgi? Bon, évidemment, c'est un personnage, comme venait de le dire le politologue, un personnage, je ne voulais pas dire sulfureux, mais je voulais dire un personnage à polémique sur les questions des relations franco-africaines. Moi, je voulais dire que, bon, c'est vrai que la France-Afrique, comme on le dit, c'est un mot qui est sorti, je crois, dans les années 60, 50, 60. Restons d'abord sur l'homme. On va y revenir. L'homme, en fait, l'homme n'est que le fruit du système qu'il a créé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve dessus? Il vient nous révéler des choses que nous savions déjà, ou du moins que beaucoup savaient déjà, sur l'histoire qui a émaillé les États d'Afrique francophone et ce qu'ils appelaient à une certaine époque la mère patrie. C'est de ça dont il est question. Mais on révèle ça à quel moment? Au moment où l'émancipation de ces pays-là est très visible aujourd'hui. Parce que la France-Afrique est dépassée, à quelques exceptions près. Mais la France-Afrique est dépassée pour la plupart des pays aujourd'hui. C'est le multilatéralisme qui prévaut. D'ailleurs, on entend ci et là, d'ailleurs, même les Français aujourd'hui s'en plaignent de ce qu'ils avaient comme précaré hier n'est plus cela aujourd'hui. Et je m'en vais convoquer un peu ce que le président français Emmanuel Macron le 26 juillet 2022 disait au Cameroun. Il reconnaissait avec lui-même, il reconnaissait, et à regret que, évidemment, la place qu'occupait, par exemple, la France au Cameroun, c'est plus cela, c'est-à-dire qu'on est quitté pratiquement à 50% d'intérêt à pratiquement 9% aujourd'hui au profit d'un pays qui s'est largement ouvert. On va dans les détails, mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il ne s'agit pas peut-être de Bourgi en intitut personnel, mais du système qu'il représente aujourd'hui et de ce qu'il décrit. C'est ça qui est important aujourd'hui. Merci Simon Messengue. Il s'agit de Bourgi, il s'agit du système. Monsieur Maillot, Robert Bourgi, un personnage assez truculent, assez sulfureux, qui justement a ses entrées, ses réseaux dans de nombreux palais sur le continent africain, mais qui aujourd'hui, à la surprise générale, annonce un livre qui est même déjà dans les kiosques où justement il fait des révélations assez fracassantes. Quelle est votre image lorsque l'on parle de Robert Bourgi? Non, mais vous dites que c'est un personnage sulfureux. En effet, c'est... Comment on peut l'appeler? C'est un mafieux. C'est un mafieux, c'est quelqu'un qui fait dans la mafia. Il ne nous révèle pas quelque chose de très nouvel. En réalité, il remet au goût du jour tout ce qu'on connaît déjà, avec une certaine certitude que cela existe et que cela a existé. En réalité, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'après ces révélations, quelles seront les relations, n'est-ce pas, entre la France et les pays de ce précaré que M. Messengue évoquait là tout à l'heure? Parce qu'en réalité, ça, il parle du cas de la Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Il y a à côté, ici, il a évoqué beaucoup de pays d'Afrique centrale. Il y a le Gabon. Vous comprenez un peu. Et comme vous savez aujourd'hui que malgré tout ce qui se passe, et heureusement que le peuple ivoirien est assez mature, parce qu'en réalité, dans ce qu'il dit, il ne vise pas à rétablir la vérité, mais il cherche autre chose qui se cache dans son dire. C'est ce qu'il faut chercher à savoir. Qu'est-ce qu'il cherche en le disant? Et selon vous, que rechercherait Bourgi à justement remuer le couteau dans la plaie, à l'heure où, comme le disait Simon, les Africains semblent tourner vers autre chose? Bien entendu, vous savez, avec la maturité du peuple ivoirien aujourd'hui, il est impossible aujourd'hui de révéler au peuple ivoirien que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné les élections et que le peuple ivoirien sorte pour chasser Ouattara du pouvoir afin que qu'on revienne encore à l'époque où il y avait eu des émeutes, il y avait eu des bains de sang. Je sais que c'est là, c'est vers là, c'est-à-dire que son intention, c'est de susciter encore, n'est-ce pas, le peuple ivoirien à sortir pour certaines manifestations afin qu'on entre encore dans une situation de guerre
et peut-être pas une guerre en tant que telle, mais une situation, n'est-ce pas, de désordre, afin qu'on casse, et on appelle encore la France au secours, comme un pompier pyromane, pour venir reconstruire et gagner d'autres marchés sur des contrats qui vont durer, n'est-ce pas, de plusieurs décennies. Merci. Alors, Jean de Dieu Evouna, je me tourne vers vous. Alors, Robert Bourgi se déclare, et il s'en vante même un peu, être l'héritier des réseaux Focard et autres. Il se présente comme celui-là qui a justement assuré les intérêts, revendiqué et assumé les intérêts de Jacques Focard. Aujourd'hui qu'il prend la parole, qu'il s'exprime en Mondovision sans que rien ne lui arrive, pensez-vous que les réseaux Bourgi, les réseaux Focard sont toujours présents sur le continent, dans les palais cités par M. Bourgi? Monsieur Mbarga, si je ne vous savais pas professionnel, je ne me serais pas présenté à cette émission. Pourquoi? Parce que faire toute une émission de près de 2 heures sur un personnage qui a comploté, qui a versé le sang parmi les familles africaines, c'est lui faire éloge, c'est l'honorer. C'est justement sa sortie, c'est justement ça, ce que nous faisons, nous autres Africains. Comme je sais, Info TV, une chaîne à un standing assez élevé et que je vous sais professionnel, j'ose croire que vous allez nous permettre de dire et de lui faire savoir que nous ne sommes plus ces singes comme ils nous ont stigmatisés, naïfs, ces incompétents et tout ce qu'ils ont voulu nous faire de nous. Je ne parle pas d'un individu que je ne connais pas, que je ne connais ni en tant que personne, ni en tant que personnage, ni en tant que personnalité. Pour moi, il ne signifie rien. Je voudrais seulement commenter. Il ne signifie rien, mais il a été reçu dans les plus grands palais africains. Non. Il a été au centre de beaucoup de tractations. Justement, il nous le dit, il nous le dit, il nous le dit. Et c'est justement ça mon problème. Et jusqu'ici, personne n'a démenti. Jusqu'ici, personne n'a confirmé. Et c'est pas aujourd'hui qu'il le dit. Non, écoutez, vous savez, vous voulez que les chefs d'État se plaignent, se mettent à contredire quelqu'un que même en face, il n'a jamais été secrétaire général, ni ministre, ni rien, ni rien. Donc, dans le réseau de la gouvernance française, est-ce que M. Bourgi est une personnalité politique considérable et considérée? Est-ce qu'il a brigué un mandat électif? Non. Je trouve donc anormal que en Afrique, on fasse des émissions sur des individus qui prétendent être ce que, jusqu'à aujourd'hui, je ne voudrais pas insulter l'intelligence de nos chefs d'État. Mais je voudrais dire une chose, cela prouve tout simplement que nous devons non pas chercher à connaître la réponse, mais à comprendre la question de la France-Afrique. C'est ça qui m'intéresse et c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Merci Jean de Dieu Evouna. Je termine ce premier tour avec vous, Monsieur Niek. Robert Bourgi s'est exprimé sur plusieurs plateaux de grande audience en France sans que rien ne lui arrive. Et c'est même pas la première fois qu'il prend la parole. C'est un habitué de ces sorties assez retentissantes. Qu'est-ce qu'il peut expliquer? On a l'impression qu'il est protégé au lieu. Il peut dire ce qu'il veut, il peut s'exprimer, il peut faire des révélations qui peuvent même heurter les rapports entre la France et certains pays africains. Mais M. Bourgi continue à aller et venir comme bon lui semble. Est-il protégé d'en haut, ce Robert Bourgi? Stéphane Robert Bourgi n'existe pas. Pour être dur, c'est un pauvre type. Et vous ne pouvez pas utiliser ce plateau qui est sérieux pour donner une virginité à un type qui est mort avec la France-Afrique. Le président français a reconnu que la France-Afrique est morte. Même, enfin, celle qu'il a trouvée. Maintenant, même s'il a l'intention de créer une autre, ne prenez pas des violeurs qui viennent parler du viol des autres après. Comme les gens qui ne sont pas des violeurs. Pour jeter un petit violeur. Ce n'est pas parce qu'il a commis un livre qu'il parle des choses qu'on connaît d'avance. Parce qu'en réalité, il ne nous apprend rien du tout. Tout le monde sait bien que Gbagbo a gagné les élections en 2000. Tout le monde sait, il n'y a rien de nouveau. 2011. Il ne faut pas qu'on sommes là-dessus. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Oui. C'est de savoir pourquoi il parle maintenant. Le timing. Qu'est-ce qu'il recherche. Voilà, c'est tout. Vous comprenez? Et pour la France, et pour lui-même. Pour lui-même, il est mort. Comment ça mort? On voit Robert Bourgi à l'Élysée, on le voit à Paris, on le voit dans plusieurs capitales. Il y a plein de gens à l'Élysée qui sont déjà morts.
Le président Macron est mort. Oh là là, monsieur le maire. Politiquement, Oh. lorsque vous êtes à la tête d'un gouvernement que vous ne pouvez pas gérer, vous êtes mort. Ça, il faut le dire clairement. On n'a pas envie d'être gentil avec les bourges qui ne nous servent plus à rien. Je serai gentil avec les gens avec qui on peut compter pour demain. Oui. C'est un homme du passé, d'une histoire du passé. Et il faut qu'il sache qu'on ne peut pas le ressusciter. Il meurt avec la France-Afrique. L'objectif pour lui, en fait, c'est de montrer qu'il est un élément qu'on peut ressusciter pendant que la France-Afrique meurt. Il faut qu'il sache que les Africains ne sont pas bêtes. On va l'enterrer avec la France-Afrique. Lorsque je l'ai dit, je vais vous dire que lorsque moi je lis un livre qui en réalité me fait me souvenir. Personne ne se trompe sur ce qui s'est passé avant. Vous savez bien que pour être présent en Afrique, du moins dans le précaré français, il fallait être quelqu'un parrainé par la France-Afrique, par le réseau FOCAR. Lorsque les gens partaient ici par voie de coup d'État, on savait également que c'est le réseau FOCAR. L'Afrique en a tellement souffert qu'aujourd'hui, au moins l'Afrique s'émancipe. Ça doit rester des souvenirs, mais pas des choses qui nous amènent à penser demain. Parce qu'aujourd'hui, il faut refonder l'Afrique francophone au détriment de cette Afrique d'hier, qui nous a fait beaucoup de mal, qui a tué les meilleurs d'entre nous. Parce que je vous rappelle que lorsque pour tuer un pays, ce n'est pas les armes, c'est l'éducation et c'est l'enseignement. Nous avons hérité d'un système éducatif et même politique qui est francophile, francophobe à la limite, mais qui en réalité a réussi à éliminer les meilleurs d'entre nous pour qu'on ne soit rien d'autre. Au moment où on veut s'émanciper, arrive un petit Robert Bourgi qui pense que lui, dans cet amalgame, il peut trouver son compte. Il faut qu'on lui dise qu'il est classé au même titre que les autres présidents français que je ne vais pas citer ici. C'était quand même l'un des meilleurs, Sarkozy, qui a participé à tuer l'un des meilleurs Africains. Il faut le dire, hein, que Bourgi meurt avec Sarkozy parce qu'ils ont ensemble tué Kadhafi, envoyé l'un des présidents les plus progressistes d'Afrique, j'ai nommé Gbagbo, à la CPI pendant 10 ans. Il ne l'accepte pas. On veut le lire juste comme une bande dessinée, pas comme quelque chose qui nous sert demain. Merci. Vous avez évoqué un mort. Nous, on va donc vous permettre de suivre ce que le mort disait chez nos confrères de France 24. On va prendre un tout petit extrait, justement, sur ces confidences de Robert Bourgi, qui nous amène dans une période qu'on croyait dépassée, mais pas si très loin de nous. J'en ai souffert terriblement. Vous vous sentiez coupable? Comment vous dire? Oui. Complice. D'une trahison? D'une trahison. Mais j'étais contre cela. Les derniers moments de la présidence de Gbagbo, je les ai vécus avec Nicolas Sarkozy. Et là, les choses se sont compliquées. Les élections sont là. Et Laurent avait gagné les élections. Nous savons qu'il les avait gagnées. Comme Jean Ping les avait gagnées en 2016 à Libreville. Là, Gbagbo avait gagné les élections. Pas Ouattara. Pas Ouattara. Le Conseil constitutionnel a dit que c'était Laurent le vainqueur. Vous connaissez la dispute, mais bon. Ok, passons. Et le président Sarkozy me fait venir à l'Élysée et il me dit, il va falloir que tu appelles ton ami Gbagbo et que tu lui dises d'accepter de partir. Il aura un statut d'ancien chef d'État, 30 millions CFA, voiture, escorte, et s'il veut, comme il est professeur d'histoire, on lui trouvera une chaire, il pourra se déplacer à travers le monde. Je lui dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, va dans le bureau de Claude et tu appelles Gbagbo. J'ai appelé Laurent. L'aide de camp, le colonel me l'a passé. Laurent Gbagbo me dit, alors Bob, comment va? Je lui dis, Laurent, ça fait des années qu'on se connaît. Je te passe un message du président Sarkozy. Je suis dans le bureau de Claude Guéant. Il te demande ceci, cela. Ce que je viens de dire. Il m'a dit, tu diras à ton ami Sarkozy que je serai son Mugabe. Bob, je t'ai assez entendu. Et il a raccroché. Et je suis allé dire à Sarkozy, il me dit, alors comment ça s'est passé? Je lui dis, bon, voilà comment ça s'est passé. J'en suis malheureux. Il a bondi de son fauteuil. Et il dit, puisque c'est ça, je vais le vitrifier. Vitrifier. Vitrifier.
Je lui dis, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel a déclaré qu'il avait été élu. Il a dit, je vais le vitrifier, j'ai un mandat, et je vais le faire. Retour sur le plateau, Paul-Stéphane Menunga, voilà un modus operandi politique qui n'est pas si loin de nous. Là, on parle de 2010-2011, crise post-électorale du côté de la Côte d'Ivoire, où Robert Bourgi déjà est au cœur des affaires et de ceux qui les tiennent. Oui, quand je réécoute son interview, ça me fait penser à beaucoup de choses. La première des choses qui vient dans mon esprit ici, c'est le questionnement de certaines institutions internationales. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce que Bourgi dit. C'est très grave. Si on avait une CPI juste, et impartiale, on aurait arrêté Sarkozy et Bourgi. À cause des déclarations, il a dit qu'il va vitrifier Gbagbo. Ça veut dire en réalité que les vrais responsables de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est Sarkozy et Bourgi. Ça veut dire que depuis qu'il a fait sa sortie, en réalité, il ne doit plus être libre. Sarkozy doit être arrêté. Ça questionne même déjà l'utilité de la CPI et même des Nations Unies à un certain niveau. Parce qu'une telle déclaration est très grave. Il y a ce qu'on appelle en droit la responsabilité de commandement. Oui. Ça veut dire en réalité que la responsabilité de commandement en droit incombe à Sarkozy et à Bourgi qui a été l'exécutant. Ça veut dire que tous les 3000 morts de Côte d'Ivoire, oui, c'est Sarkozy. Ça veut dire que Sarkozy doit indemniser Gbagbo pour les 10 ans qu'il a passé à la CPI. Ou alors la France. Parce que les actes qui ont été posés lorsque Sarkozy était le président de la... Au nom de la France. Exactement. Et ça veut dire même que si on avait une Union africaine sérieuse, je vais plus loin, Sarkozy serait persona non grata en Afrique. Donc je ne sais même pas les pays qui l'invitent encore en tant qu'ancien chef d'État, pourquoi il l'invite. C'est un monsieur qui doit être déclaré persona non grata. Simplement à partir de cette déclaration, vous comprenez en réalité que Sarkozy n'a pas sa place en Afrique. Si les institutions internationales étaient sérieuses et considéraient les États africains, Sarkozy serait déjà à la CPI. Parce qu'on a arrêté des individus qui ont fait près de 11 ans. Et après, on les a innocentés. S'ils sont innocents, ça veut dire que les responsables sont quelque part. Et les responsables se sont dénoncés à Mondovision. Oui. On n'a plus besoin de preuves. On connaît qui sont les instigateurs et les véritables responsables de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de dire qu'il ne fait aucune révélation extravagante ou qui pourrait nous impressionner. Paul Stéphane, c'est assez bizarre que des questions aussi sérieuses qu'une élection présidentielle se règlent de façon aussi légère. J'ai dit à Bob, appelle ton ami Gbagbo, dis-lui qu'on va lui donner 30 millions et une voiture. Est-ce que c'est sérieux lorsqu'on est sur le continent africain, lorsque l'Afrique veut s'émanciper, s'affirmer à la face du monde, que des choix africains soient autant dénaturés et que justement certaines puissances continuent à imposer les leurs. Le véritable problème de ces pays africains, c'est que ce sont encore des proto-nations. Les proto-nations sont généralement des nations en construction. Et justement, quand vous convoquez le rapport de force et la façon dont l'Afrique subsaharienne a été disséminée, c'est normal qu'on arrive à cette situation. Et j'aime souvent parler de la thèse du professeur Foguet quand je parle de cette question de l'extraversion de l'État. Oui. Il vous dit que l'extraversion de l'État amène l'État africain ou l'État néocolonial à être extraverti. Et cette extraversion est encadrée et pérennisée par deux entités. Il vous dit le colon qui ne veut pas partir, c'est-à-dire Bourgi et Sarkozy, et les pions que le colon arrive à installer. Ça permet que quoi? Ça permet que la France, par exemple, qui ne veut pas partir, continue d'utiliser vos ressources et vos matières premières. Parce qu'il faut expliquer aux gens ici, et j'aime le dire, sortons des définitions des amphithéâtres. La France fait la géopolitique qui est la politique de sa géographie. C'est ça la géopolitique de façon terre à terre. Quand on laisse les définitions des amphithéâtres, ça veut dire que la France n'a pas de pétrole, elle n'a pas de gaz, elle n'a pas toutes les ressources que nous connaissons. Mais elle veut être une puissance, elle veut être industrielle ou industrialisée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un moyen qui va nous permettre justement d'aller puiser les ressources quelque part pour être la puissance qu'on est. Ça passe donc par quoi? Par le contrôle stratégique
des ressources, pour contrôler donc les ressources stratégiques, il faut contrôler les personnes qui sont à la tête des États. C'est pour ça que la France se bat à contrôler les chefs d'État de son précaré. Parce qu'une fois que les chefs d'État du précaré sont contrôlés, ils contrôlent vos différentes ressources. Et vous allez donc vous rendre compte que, et c'est pour ça que parfois je tire sur certains opposants, qui pensent que la légitimité d'un chef d'État dépend du fait que Paris ait félicité le chef d'État là. Et je suis souvent déçu par ces opposants qui pensent qu'un chef d'État qui a été élu n'est pas légitime tant que Paris n'a pas envoyé sa lettre de félicitations. Merci. Et donc c'est pour vous dire simplement, et je sors par là que si les acteurs principaux de l'Union africaine nous écoutent actuellement, rassurez-vous, il faudrait qu'on déclare Sarkozy persona non grata. Simplement sur la base des déclarations. Parce que c'est très grave, les gens ne se rendent même pas compte. Ça me fait penser à une anecdote de Ruben Oumniobé, parce que ce n'est pas différente de l'anecdote de Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé, dans ses mémoires, c'est vrai que le titre m'échappe ici, il vous dit que il a eu à causer avec un Français. Et le Français lui a dit, on a décidé qu'on va t'appliquer la technique de la pyramide. Et il demande à ce Français que la technique de la pyramide, c'est quoi? Il dit que celui qui construit souvent la pyramide ne voit pas la fin de son œuvre. Donc on est en train de lui dire que tu as lutté pour quelque chose que tu ne verras pas. Merci Paul-Stéphane Menunga. Simon Messengue, alors les révélations de Robert Bourgi font froid dans le dos. Elles mettent en avant un certain mode de gouvernance. Est-ce que vous pensez que la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, c'est 2010-2011, avec toutes les conséquences qu'il y a eu, même dans la vie du président Gbagbo, mais nous sommes en 2024. Le réseau, les réseaux, le système mis en place par Jacques Faucard et ses complices. Aujourd'hui, vous pensez que Robert Bourgi qui s'exprime chez nos confrères de France 24, vous pensez qu'il a laissé tomber? Vous pensez que ça n'existe plus, ce type de gouvernance à la légère où on peut remplacer un président qui a été choisi par un autre en fonction de son bon vouloir et de celui qui est à l'Élysée? Moi, je n'ai pas cette grille d'analyse. En réalité, je ne suis plus dans la logique de voir si on doit arrêter Bourgi, si on doit arrêter qui que ce soit, parce que ça ne ramènera pas les 3000 morts de la Côte d'Ivoire. Mais il faut regarder une chose aujourd'hui. Et je le disais dans un livre qui n'est même pas paru. On l'appelait Kadhafi l'agneau immolé. Je disais que dans ce livre, qui n'est pas paru, je disais que Kadhafi était effectivement l'agneau immolé. C'était quelqu'un, en le tuant, la France savait que c'était le début de son déclin. Parce que justement, Gbagbo est parti après Kadhafi. Et aujourd'hui, je vous assure, la France est à genoux. À genoux, pourquoi? Parce qu'en réalité, voici un pays qui, après les indépendances, a continué à embrigader l'émancipation de certains pays africains. Ce que le témoignage qu'il fait là, c'est un témoignage que, même sans le dire, nous le savons. Ce qui est assez paradoxal, Simon Messengue, c'est qu'il le dit sur un plateau de grande audience à France 24. Lorsque l'on sait ce que représente France 24 et dans l'espace médiatique français, c'est quand même surprenant. Peu importe ce qu'il dit, même n'importe où, c'est connu de tous. Moi, je vais prendre le cas de la résolution 1973. On parle de l'UA parce que les Africains aiment trop s'auto-flageller. La résolution 1973 qui condamne la Libye, qui détruit la Libye, dont la France a littéralement, de façon irresponsable, porté, n'avait aucune raison d'être. Mais écoutez, c'est l'OTAN qui a détruit la Libye. Alors que rien de tout ce qui a été dit n'était fait. Après, ils sont arrivés, pendant que, dans le processus même électoral, il y avait un rôle à jouer pour chacun. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Comment est-ce qu'on a enlevé Gbagbo du pouvoir? C'est les forces étrangères sur le sol qui ont pactisé avec des miliciens pour attaquer le palais d'un président élu dans un pays qui se dit démocratique. En fait,
les révélations Bourgi ne concernent pas l'Afrique. Hein. C'est les lamentations de la France aujourd'hui. C'est clair et net. Est-ce que le système que Bourgi révèle ou alors relaie aujourd'hui est achevé? Oui, c'est fini. Vous pensez vraiment lorsqu'il y a cette multiplication de coups d'État sur le continent? Je vais vous lire en quelques secondes. Rapidement. Les propos attribués au ministre de la Défense de France. En fait, je dis les propos attribués parce que certains peut être pas bon. Il dit ceci, il ne faut plus jouer avec les mots. La Russie est la plus grande menace de la France en Europe. La Russie a attaqué nos intérêts en Afrique, détournant nos partenaires africains de longue date, arrachant nos marchés et nos contrats d'exploitation des ressources chez nos partenaires africains. Cela se ressent chez nous. La Russie a construit un sentiment anti-français en Afrique avec un discours de haine contre la France aux Africains. Cela ne peut pas continuer sans réponse. Il s'agit du futur de la France. Ce sont des propos attribués, j'ai bien dit des propos attribués. Merci de le préciser. Maintenant, je voudrais dire une chose. Si ces propos s'avèrent vrais, il faut bien noter une chose. J'ai dit, ce sont des lamentations. En fait, même ce livre vient aujourd'hui faire une forme de mea culpa. Mais c'est trop tard. C'est trop tard parce que justement, à un moment donné de l'histoire du monde, il y a ce Non, mais Sengue, je précise ma question. Est-ce que le système que Bourgi relaie aujourd'hui, nous sommes en 2024, lorsque vous observez ce système, je vous dis ce système en Afrique, non, vous pensez qu'il est enterré? Ce système est enterré. Je vous ai dit que ce système est enterré à quelques exceptions près. Je vous prends le cas d'exception. Oui, je vous prends le cas de l'Afrique centrale. Je prends le cas du cœur de l'Afrique centrale, de la CEMAC qui est le Cameroun. Je vous parle des intérêts que la France a aujourd'hui, c'est 9,6%. Il y a 20 ans, c'était 40 ou 50%. Nous allons à lui et moi. À lui et moi, je vous rappelle que 3 pays ont mis pratiquement les forces françaises hors de leurs frontières. Et d'une manière la plus honteuse possible. Il faut noter une chose, ça peut être, même si je condamne vraiment la manière dont ces États ont pris, ou du moins dont les tensions sont passées, mais il faut noter que ce sentiment anti-français que certains veulent décrire aujourd'hui est un sentiment qui naît de la surexploitation sauvage et irresponsable de cet État vis-à-vis des États africains qu'il était censé accompagner à l'autonomie. Et donc, aujourd'hui, ce qu'ils disent aujourd'hui, c'est bien pour eux. Ils doivent en tirer les conséquences. Ce n'est pas aux Africains. C'est pour ça que moi j'ai dit, je ne parlerai pas de ce qui se passe dans ce livre, mais je parlerai des relations entre cet État et les États africains. Merci. Qui aujourd'hui, c'est un partenaire stratégique. Mais aujourd'hui, il doit se servir de ce que, parce que quand vous voulez vous repentir de quelque chose, il ne faut pas vous accrocher sur un certain nombre de choses. Il faut être honnête et vrai. De dire que là où nous sommes là, nous avons mis en place un système esclavagiste qui a détruit beaucoup d'espoir. Et aujourd'hui, si nous voulons nous repentir, il y a un protocole à suivre. Et je crois que c'est dans ce sens que cette confession est là. Merci Simon Messengue. Je prends l'avis de Jules Maillot sur le plateau. Ma question reste la même si elle pourrait évoluer dans un sens. Est-ce que le système Focard, les réseaux Focard qui ont permis à certains d'être aux affaires jusqu'à aujourd'hui, est-ce que ces réseaux-là sont désormais inactifs? Est-ce que Robert Bourgi, qui malgré le rôle éphémère que certains veulent bien lui attribuer, n'est pas la voix qui parle? La voix d'une certaine France qui parle, une certaine France qui a toujours des intérêts sur le continent et qui peut-être estime que, eu égard aux positions passées, il est question pour elle de revenir et de retrouver sa place. Non, pour ce qui est des réseaux de Focard, ces réseaux ne sont pas inactifs, mais se battent à se maintenir. Ils ne sont pas encore inactifs, mais se battent à se maintenir. Pour ce qui est de la personne de Robert Bourgi, en réalité, lorsque vous l'entendez dans son discours, vous comprenez qu'en réalité, c'est quelqu'un à qui on confie certaines missions, mais pas de très bonnes missions. Et il faut dire que, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui agit dans la mafia. Aujourd'hui, il remet, n'est-ce pas, de quelle mafia on parle? Une mafia sur le continent, il l'a nommément cité. C'est pas nous qui le faisons. C'est un palais où il entre comme un enfant de la maison. Stéphane, on l'appelait mon fils. Il était reçu chez le président Mobutu
reçu au Congo, reçu partout, Robert Bourgi. En Côte d'Ivoire, il avait quasiment des appartements. Oui, ça c'est la France-Afrique d'hier. Mais je vous dis, lorsque vous l'écoutez dans son récit, il vous dit, Nicolas m'a demandé de dire ceci à Laurent. J'ai dit à Laurent, et Laurent m'a répondu ceci, que j'ai ramené chez François, enfin chez Nicolas. Vous comprenez un peu. Alors, nous pouvons dire aujourd'hui que, selon moi, en réalité, Robert Bourgi se retrouve là comme quelqu'un qui était dans la mafia, qui a été lésé dans la mafia, qui aujourd'hui veut se laver la face, n'est-ce pas, devant les Africains en disant je me lave les mains, je n'y étais pour rien, mais je sais ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Il y a encore des acteurs de cette mafia qui sont aux affaires. Maintenant, bien entendu, maintenant, la deuxième chose dans cette histoire, c'est que, et justement, il parle de quelque chose qui est vrai. Et il faut tirer les conséquences. Et lui disait tout à l'heure est-ce que ça va ramener les 3000 morts? Mais que non, il faut que les responsabilités soient établies au plan juridique. Oui. Parce qu'en réalité, il y a eu 3000 morts. Ce n'est pas 3000 naissances, il y a eu 3000 morts. Nicolas Sarkozy, lui, en ce moment étant président, n'avait pas agi en tant que président de la République parce que la Constitution française ne lui conférait pas, n'est-ce pas, ce pouvoir de vitrifier le président Gbagbo. Justement, d'aller déloger un président élu. Vous comprenez un peu. Et partant de là, au moment où il n'est plus au pouvoir, en réalité, il doit répondre de ses actes. Lui-même, Robert Bourgi, il n'est pas écarté, mais il y a une personne qui reste dans ce trio. C'est le président actuel ivoirien. Le président actuel ivoirien est au cœur de ce qui s'est passé. Parce qu'en réalité, c'est lui qui a profité de ce qui est arrivé à Gbagbo. Et nul n'oubliera que cela a été fait à Gbagbo pour placer. Vous dites profiter, mais le président. Pour placer le président actuel. Le président Ouattara, personne chasser le président Gbagbo. Mais on va pas. Il y a plusieurs types plusieurs catégories de responsabilités. Vous comprenez un peu? Oui. Il y a une responsabilité qui est directe, une responsabilité qui est indirecte. Elle peut être active ou passive. Elle peut être également active ou passive. Dans le cas présent, M. Ouattara pourra répondre également au même titre que le président Sarkozy, M. Bourgi, et que tous ceux qui ont participé à cette mascarade, ça ne peut pas rester impuni. Maintenant, la troisième chose dans cette histoire, c'est la prise de conscience des politiques africains. Vous comprenez? Il faudrait que les politiques africains comprennent aujourd'hui que ce n'est pas la France qui donne la légitimité à un président élu en Afrique. Ce n'est pas la France qui donne la légitimité. La légitimité vient du peuple africain. Une fois que vous êtes vous-même sûr, n'est-ce pas, de votre élection et de votre peuple, que vous avez été normalement élu, vous n'avez pas besoin de l'onction de la France pour, pour commander votre pays. Mais vous comprenez que hier, il fallait à tout prix être dans ce que le politologue a décrit tout à l'heure, être dans la majorité vous avez un cas où Paris, dans son précaré, n'a pas validé une élection et celui-là au pouvoir, à l'heure actuelle, sur le continent. Je dis, quand vous faites d'abord une lecture, quand vous faites une lecture, grosso modo, n'est-ce pas, des présidents actuels, vous comprenez que ce sont presque tous les présidents du passé, ou ceux qui sont là ne sont pas les présidents du passé, mais sont tout au moins les présidents qui sont arrivés là par une certaine force, mais qui ont renoncé à la relation qui lie l'Afrique et les Français. Quand vous prenez par exemple le cas du Mali, c'est pas pour rien que le Mali est parti, n'est-ce pas, de la CEDEAO, qui est l'antichambre du peuple carré français, pas que l'antichambre de la France. Ce n'est pas pour rien également que le Burkina Faso est parti. Si au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire partait de la CEDEAO et que le Sénégal suivait, qu'est-ce qui restait de la CEDEAO? Qu'est-ce qui resterait de la CEDEAO? Et rien du tout. En réalité, il faudrait qu'une prise de conscience, parce qu'en réalité, je vais sortir par là. Oui. Lorsque il transmet, il donne ses messages, il veut faire comprendre aux Africains qu'en réalité, vous êtes encore façonnés et vous êtes encore façonnables. Il faut donc que les Africains comprennent qu'en réalité, nous ne sommes plus façonnables. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Merci Jules Maillot, Jean de Dieu Evouna, Robert Bourgi, il s'en vante, il aimait bien, lorsque le président Bongo l'appelait mon fils, lui répondait papa, il l'a dit à plusieurs reprises sur plusieurs médias. Alors, est-ce que cela
aujourd'hui, lorsque l'on évoque le passé, et lorsque l'on salue la mémoire de ces grands présidents africains, ne vous écœure pas qu'on en arrive à penser que des dizaines, des centaines de millions ont été comme ça envoyés du continent africain pour faire élire des chefs d'État en France, de subventionner des campagnes en France, comme ça a été révélé par Robert Bourgi, la campagne de 95 de Jacques Chirac, et même en 2002, des présidents africains y ont abondamment contribué. Quel intérêt à choisir, ou alors à aider à faire élire un président en France, lorsqu'on s'appelle Gabon, Congo, Sénégal et autres pays qui ont été comme ça pointés du doigt par Robert Bourgi? La suite de votre question, il faut que je sois dans la France-Afrique pour répondre. Moi, je suis qu'un analyste. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que je ne parle pas du personnage, je parle de la France-Afrique. C'est la France-Afrique c'est un prêtre d'un ordre mystique, satanique, qu'on appelle la France-Afrique, qui parle. Alors je considère que le message n'est pas la personne ou la personnalité, mais le message est envoyé par la France-Afrique à des peuples d'Afrique. Oui. C'est de ça qu'il est question. C'est pour ça que j'ai dit... Comme on l'a fait hier, on peut le faire aujourd'hui. Justement, écoutez, il nous dit ceci. Le message de la France-Afrique au peuple d'Afrique, comme l'a dit Senghir, qui a dit, des peuples qui aspirent le sentiment français, il n'y aura jamais ce que le politologue a dit. Là, ce pays ne s'intéressera pas, mais l'ONU ne s'intéressera pas. Ils savent qu'il parle au peuple, aux masses africaines. Il leur dit ceci. Vous êtes dans des dictatures parfaites, sous l'apparence de la démocratie. Vous êtes des prisonniers à ciel ouvert, sans mur, qui ne songent pas à s'évader. C'est ce que Robert Bourgi dit. Je vous décrypte, je vous dis comment on fait l'exégèse, le décryptage d'un message mystique. Parce que c'est un prêtre mystique, d'un ordre satanique, impérialiste, qui parle aux masses populaires. Donc il faut avoir de la sagesse, il faut être un initié pour décrypter son message. Ça ne relève pas du droit international, de ceci ou de cela. Vous voulez donner une non, je vous dis ce qui se passe. Oui, je vous dis ce qui se passe. C'est pour cela qu'on ne l'arrêtera jamais. Il faut être important de malade. Non, je vous dis, il n'a jamais été important. Permettez-moi, monsieur Mbara, de vous définir. Moi, je ne parle pas des mots. Je fais un décryptage d'un langage qui est envoyé au peuple d'Afrique et je me permets ce soir de leur dire ce qu'il veut dire. Il veut dire que vous êtes dans des dictatures parfaites sous l'apparence de la démocratie. Tout ce que vous faites là, malgré les multiples tentatives de révolution, sankaristes, de ceci, de lutte indépendante et autres, vous êtes des peuples faibles. C'est ce qu'il veut nous dire. Il veut nous dire que vous n'avez pas de projet civilisationnel. Il veut nous dire que malgré que vous souffrez d'une crise de leadership, vos chefs d'État, on décide, comme quand on prend du thé, de ce qu'on fait d'eux. C'est comme ça qu'on comprend le langage des initiés. C'est un initié, il faut que les initiés disent ce qu'il dit. Il dit que vous êtes dans un système d'esclavage où grâce à la consommation, à la corruption, à la compromission, à la diversion, vos leaders ne pensent pas à vous délivrer. C'est ce que Robert Bourgi dit. Oui, ils aiment à nous adorer, nous, vos maîtres. Ils s'adressent à l'AS, ils s'adressent à moi, ils s'adressent à cette jeunesse, cette masse populaire qui dit nous allons enfin nous libérer. Il nous dit quoi? Il dit que vos chefs d'État ont l'imaginaire enchaîné. Et incapables de créer des stratégies et des tactiques pour créer le développement. Chaque fois qu'ils font des alliances, ils reviennent se soumettre à nous. Il veut nous dire, vous êtes un peuple faible. Il veut nous dire, non. Il veut nous dire que vous, là, tout ce que vous faites là, vous n'arriverez nulle part. Il veut nous dire, ce n'est pas des individus comme l'a cité ici, oh Ouattara, oh Gbagbo, il n'y a pas eu que 3000 morts en Côte d'Ivoire, il y a eu des morts au Gabon à côté. On n'a jamais parlé de ça entre la crise. Et je voudrais dire que la réponse qu'on doit donner par M. Bourgi, ce soir, quand les peuples d'Afrique nous regardent, c'est que nous ne sommes pas faibles. Que nous avons la capacité de poser des actes
et d'avoir des stratégies de contrecarrer le nouvel ordre de la France-Afrique. Parce que l'ancienne France-Afrique est morte. Vous savez, il y a quelque chose que la Bible dit, permettez-moi, je suis dans mon élément. La Bible dit une déclaration assez forte, un prophète le dit que la gloire du nouveau temple sera plus grande que l'ancien temple. Ça veut dire que Bougie nous dit quoi? Tout ce que vous faites là, la gloire de la nouvelle France-Afrique sera plus grande que l'ancien temple. Et je dis, Bougie est un prophète, quoi. Mais Bougie n'est pas un prophète. Monsieur, maintenant, permettez-moi la Bible et vous dites. Non, permettez-moi, je vous dis pas de civilisation. Permettez-moi. Il n'est pas un prophète. Il est un gourou d'une secte. Il est un prêtre, je le dis dans un langage pour simplifier, pour que les autres me comprennent. C'est-à-dire d'une secte qu'on appelle la France-Afrique, une secte satanique, organique, qui a enchaîné l'intelligence de nos chefs d'État. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne s'agit pas des individus, il s'agit de toute l'Afrique. Ça veut dire qu'il veut nous... C'est une insulte à l'intelligence de la conscience africaine. C'est la France-Afrique qui nous envoie. Parce qu'on ne va jamais... Bon, je vais poser une simple question. Monsieur, le politologue fait une analyse sur des questions internationales. Mais attends, pourquoi on n'a pas besoin d'attaquer? Dès lors qu'on attaque un chef d'État, un ancien chef d'État, ses avocats se prononcent. Pourquoi ils ne se prononcent pas? Parce que l'ordre a envoyé, le messager dit aux masses africaines, peu importe vos alliances avec la Russie, peu importe votre alliance avec la Chine, peu importe votre sentiment anti-français, nous savons comment on vous prend. Nous savons que vos chefs d'État ont l'intelligence enchaînée. Nous savons que vous êtes faibles. Nous savons que vous n'avez pas de projet, malgré tout ce que vous dites que vous allez faire. Vous n'avez pas de projet civilisationnel, vous n'avez pas d'idéologie, et c'est le message qu'il faut renvoyer. Merci. Et on peut lui dire donc ce soir, en chutant. On peut lui dire donc ce soir, de manière collégiale, sans se disperser, que oui, il peut ne pas être d'accord, il est libre. Mais on peut lui dire de manière collégiale que nous ne sommes plus ce peuple-là, nous ne sommes plus de la génération de Bongo, nous ne sommes plus de la génération de Ouattara, nous ne sommes plus de la génération, nous ne sommes même pas de la génération de Biya. Nous ne sommes pas de cette génération. Nous sommes assez intelligents, nous sommes assez stratèges, nous savons que nous allons nous libérer et notre intelligence n'est pas enchaînée. Merci. Avant que Sylvestre Niek ne prenne la parole, prenons un autre extrait de Robert Bourgi qui, décidément, en avait plein le ventre et qui fait une fois de plus des révélations qui nous montrent le caractère parfois ambigu de cette relation assez brumeuse qui, justement, est apparue sur le logiciel France-Afrique. Juste à propos d'Omar Bongo, on sait qu'il a fait sauter des ministres de la coopération. Il y a aussi une anecdote, enfin j'avoue que je suis presque tombé de ma chaise quand je l'ai lu dans votre livre. Vous dites qu'en 2005, Chirac va former un gouvernement. Omar Bongo fait la liste du gouvernement français qu'il souhaiterait voir. Oui. Il vous la soumet et ensuite, les jours suivants, il fait venir les ministrables dans son hôtel à Paris pour leur faire passer une sorte de grand oral. Enfin, c'est surréaliste. Comment ça s'est passé? Le président Bongo arrive à l'hôtel Meurice. Au téléphone, il avait dû parler à Jacques Chirac. Et il me dit, bon, fiston, comme il m'appelait, on va faire le gouvernement. Jacques m'a parlé de plusieurs ministres. Et il m'a dit qu'il fallait que je connaisse la nouvelle génération. Parmi eux, il y avait les noms que vous connaissez. Il m'a dit, il s'est levé, il a pris un papier à lettres. Il m'a dit, bon, tu écris. Et il a fait le gouvernement. On voit la liste. Hein. Voilà. Il me dit, maintenant, tu vas porter ça à Jacques. Je vais faire mettre ça au propre. Il a donné ça au secrétariat, à l'hôtel Meurice, hein, secrétaire du président. Et la lettre est pliée. Je vais à l'Élysée. Je la remets à la secrétaire du président. Et je m'en vais. Je retourne à l'hôtel Meurice, il me dit, bon, voilà, je vais recevoir tel. Il les a reçus, et sur les 9 ou 10 qu'il a reçus, 8 ont été promus ministres du gouvernement français. C'est le président Bongo qui l'a souhaité, mais
de manière pressante. Et il a obtenu gain de cause, ou largement. Il a obtenu gain de cause. Alors, Monsieur Niek, on a l'impression qu'on nous parle dans notre monde, là, où le président Bongo, assis dans ses appartements de l'hôtel Meurice, décide qui est président en France. Qui est ministre. Qui est ministre, merci, qui est ministre en France, qui oriente la politique française. C'est invraisemblable. Et Bourgi le dit avec toute la sérénité du monde. Lui que vous dites mort, mais c'est lui qui pouvait ajouter un nom ou enlever un autre. Et que Bourget est un pauvre type. Il y a ce qu'on appelle en science politique la théorie des cercles concentriques du pouvoir. On peut vous donner l'impression d'être très proche, alors qu'en réalité, vous êtes dans le cercle très éloigné. Les Bongo ont vécu dans cette impression. Rassurez-vous que Bongo n'a promu aucun ministre en France. On donnait l'impression. L'objectif, c'était quoi? Une impression de pouvoir pour vous piller. C'est tout. Si je dis non proposé 800 ministres, comment est-ce que vous pouvez nous dire qu'il n'a pas fait quelle carrière? Tous allaient dans ses appartements. Monsieur Mbarga, oui. Monsieur Mbarga, à supposer que je sois le patron d'Info TV. Oui. Vous êtes un gars qui vient du Gabon. Vous ne connaissez pas mon personnel. Il proposez-moi des gens que je vous fais. En fait, j'aimerais que vous dire que c'est ces gens. Vous ne les connaissez pas. En réalité, c'est moi qui nomme mes propres personnes. Et en Afrique, ça se passe de la même façon. Vous avez apparemment un ami, entre guillemets, qui est chef d'État, qui vous donne l'impression que c'est vous qui formez le gouvernement. Je reviens au Cameroun, hein. Mais vous ne formez personne. Il suffit de lire Mebara et Maraf pour comprendre ce que je vous dis là. Le président vous donne l'impression que vous êtes quelque chose que vous ne serez jamais. On a fait vivre Bongo comme ça, Ouattara et autres. Le plus important, je ne sais pas là-bas. C'est où? C'est que quelqu'un vient vous dire un matin que j'étais témoin de la mort de votre père. Et vous l'applaudissez. Je sais qui a tué votre père, j'étais témoin. J'ai assisté à la réunion qui a inscrit la mort de votre père. Vous voulez qu'on en parle ici? C'est un monsieur qu'il faut bannir de la science africaine. Il faut comprendre, c'est aussi simple que ça. Bourgi, en réalité. Mais Bourgi va à Abidjan, il est reçu au palais. Oui, le palais d'Abidjan est où? C'est quoi le palais d'Abidjan, si vous voulez qu'on en parle? Non, c'est un exemple que je prends. Non. Il dit qu'il a ses entrées encore où? Dans les palais. Encore où? Bourgi ne viendra pas au Cameroun, il ne sera pas au Mali, il ne sera pas au Sénégal, il ne sera nulle part. Il ne sera pas au Burkina. Bon, pas du tout. En réalité, Bourgi est un peu l'once de la France-Afrique qui veut survivre à la France-Afrique. C'est mort cette histoire. Monsieur Niek, oui. vous pouvez comprendre que Robert Bourgi puisse faire cette déclaration dans des médias d'un certain niveau en France, sans qu'elle ne soit injectée. Je vous rappelle que France 24 n'est pas un média ordinaire. La preuve, France 24 ne dépend pas du ministère de la Communication, pas du Code d'Orsay. Oui. Ce n'est donc pas un média. France 24 est l'agence de communication de la politique française partout. Ne vous confondez pas, ce n'est pas la peine. Justement, lorsqu'il parle à France 24, il n'a parlé nulle part. Les Africains qui obéissent à France 24, j'étais avec eux. Il faut qu'ils changent. Parce que dans tous les cas, il faut comprendre que lorsque France 24 parle, c'est la propagande de France africaine. C'est pour ça que les pays... Non, moi je ne suis pas dans votre histoire. Là. Les pays nous y sommes. Je vous le respecte, je vous le concède. Les pays qui se respectent aujourd'hui, ceux qui ne veulent pas de la propagande française, bannissent France 24. Il y a France 24 et Radio France Internationale, qui n'est pas Radio France. C'est différent. L'information, entre guillemets, qui vient de France 24... Sortons de ce qui n'était qu'une... Tant mieux. Bon, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un vient chez vous, il vous dit, moi là, qui vous parle, j'étais dans l'avion qui a initié la mort de votre père. Je sais qu'il l'a tué. Et vous l'applaudissez, parce que il vous l'a déjà dit. Il nous réveille, puisque votre père est mort. Malheureusement, c'est le cas. Bourgi vous dit qu'il a été de tous les complots contre l'Afrique. Qui c'est qui a pillé l'Afrique? Et vraiment, il veut mourir en ayant le cœur pur, le ventre vide. Non. Ces Africains étaient sérieux. Et je pense que la nouvelle génération va être plus sérieuse que la nôtre. Les Bourgis sont des gens, je n'ai pas dit tuer. Mais il faut les bannir.
dans la culture africaine. Dans la culture africaine, lorsqu'on bannissait quelqu'un de notre société, c'est ce qu'on faisait. Non. Personne ne vous écoutait, ne vous parlait, ne mangeait avec vous, ne buvait avec vous. Acceptez votre visite. Ne parlait de vous. Ne parlait de vous. Il faut bannir ce monsieur Bourgi au même titre que Sarkozy. J'ai été choqué, non, pas choqué en tant que tel. Lorsque le président Cameroun a reçu Sarkozy en France, Il a été reçu. ce qui m'a plu, Oui. c'est qu'il était dans la posture d'un homme qui demandait à être reçu, ce qui n'était pas le cas avant. Oui. Parce qu'en réalité, avant, on aurait convoqué Paul Biya pour aller parler avec Sarkozy. Cette fois, on a mis Sarkozy dans la posture d'un homme qui demande à être reçu. Mais je pense que le président de la République du Cameroun a posé un acte. Sarkozy a envie de venir au Cameroun. Je pense que ça traîne parce que le président écoute le peuple, il s'écoute aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe en Afrique. Chacun a sa méthode de répulsion de la France colonialiste, que je ne confonds pas pour un peuple de France. Oui, oui. C'est important. C'est deux choses différentes. Tout à fait. Il y a la France impérialiste que nous devons gérer. Et le peuple français. Et le grand peuple de France. Chacun de nous, il y en a, je parle des Africains, il y en a qui mettent les deux ensemble et jettent dehors. Je vais pas vous dire qui, vous pouvez imaginer. Mais il y en a également qui disent, dans la multipolarité mondiale aujourd'hui, la France peut être un élément de chantage et de régulation des autres rapports avec les autres, notamment la Russie, la Chine, le BRICS et autres. Parce qu'il n'est pas question aujourd'hui de sortir d'un impérialisme pour adhérer à un autre. Oui. Et c'est pour ça que, pour mon cas, je pense que la France, normale, pas la France impérialiste et colonialiste, doit rester un partenaire. Chacun peut mettre ce qu'il veut comme suffixe, le choix stratégique, mais c'est quand même bien stratégique, c'est son problème. Mais moi, la France, pour nous, doit rester un partenaire comme les autres. Et nous, l'Afrique qui choisit ses partenaires. Parce que nous savons ce que nous valons. Hier, on nous a fait croire qu'on dépendait entièrement de la France et que sans la France, on n'était rien. Nous savons aujourd'hui qu'en réalité, c'était un construit et nous l'avons déconstruit. Nous savons aujourd'hui que la France ne vaut pas grand-chose. Merci. Sans ses anciennes colonies. La preuve, nous avons vu le président français pleurer pratiquement. C'est une figure linguistique. Pleurer, c'est lorsqu'un président vous dit, hier on était à 40% des parts de marché, aujourd'hui on est à 10%. Il implore le président de la République qui joue la sourde oreille. Lorsque ça, comment il s'appelle? Président Macron Parle à Biya dit qu'il ne comprend pas. Dans la cosmogonie africaine, lorsque vous parlez à un type à 2 minutes qui ne vous comprend pas, il faut comprendre qu'il vous a compris, mais il refuse de vous comprendre. Merci. Et à ce niveau-là, je pense que c'est là qu'il faut classer tous les impérialistes et leurs suppôts, comme les bourgeois de la France, et les traiter comme tels. Maintenant, pensez qu'un d'entre eux veut sortir pour nous dire, comme j'étais témoin de la mort de votre père, sans l'avoir tué moi-même, j'ai participé à la réunion, mais ce n'est pas moi le tueur. Écoutez-moi, j'ai dit, il faut fermer les oreilles et les yeux, et ce monsieur doit être traité comme un traître. Merci. Voilà. Simon Messengue, nous avons eu une lecture assez ésotérique du message de Robert Bourgi sur ce plateau. Ésotérique, Jean Dieu vous a bien voulu nous présenter. Est-ce que vous dans son élément, il a dit. Dans cette lecture qui voudrait, grâce aux révélations, aux confidences de Robert Bourgi, nous fait comprendre que les chefs d'État africains seraient tous, ou du moins pour la plupart, instrumentalisés et vassalisés par justement ces réseaux focaux qui seraient encore actifs. Parce que les acteurs cités, certains sont encore en situation de responsabilité du côté de la France. Non, je voulais dire que ce que notre ami Evuna a dit, il a dit qu'il était son élément. Et je lui conteste cela parce qu'en réalité, il dit que nous n'avons pas de civilisation. Non, je dis que le message qu'il nous renvoie. Oui, je ne dis pas que nous n'avons pas de civilisation. Mais il veut dire que nous n'avons pas de projet civilisationnel. J'ai bien compris cela. Oui. Mais vous voulez décrypter ce message vous-même en intégrant leur projet civilisationnel. Parce que vous dites que n'était pas dans ce sens-là. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai dit quand vous avez convoqué la Bible, alors j'ai souri. C'est la civilisation encore. J'ai souri parce que vous voulez décrypter une civilisation que vous rejetez par les éléments de décryptage. Donc j'ai souri. La Bible est moyenne-orientale et africaine. Je voudrais fermer. Je fais une parenthèse. Non, je voudrais fermer. La Bible est moyenne-orientale et africaine. C'est pas ça le débat. Elle n'est pas occidentale. Non, ce n'est pas ça le débat. Je referme le débat en disant ceci. Voilà, il faut le souligner. En disant ceci. Vous êtes dans l'imaginaire de dans les us et coutumes, elle est africaine, dans les us et coutumes culturellement et anthropologiquement. Je parle.
dans les us et coutumes africaines, quand quelqu'un a tellement fait de mal, la nature lui impose qu'il parle avant de mourir. Tout à fait. C'est de ça dont il est question ici. Le Robert Bougic, Absolument. voyons là. Je ne parle pas de Bourgie, je parle de la France impérialiste. C'est fini, cet impérialisme-là. Vous avez l'impression? Ce n'est pas l'impression, vous avez les faits. Les faits aujourd'hui le démontrent. Hier, on prenait un Bob Denard, on dit va faire la guerre là-bas, enlève telle personne, tu mets l'autre. Aujourd'hui, on a dit à tous les soldats français sortez, rentrez chez vous. On ne veut plus de vous, nous on va se défendre nous-mêmes. Il y a certains États aujourd'hui qui vous disent que le pays compte rester maître de son destin. Ça veut dire que nous ne sommes plus à l'ère de la France-Afrique et donc la France impérialiste se confesse. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et donc, ça ne concerne pas les Africains. Ne mêlez pas les Africains à ça. Ça concerne cela. Le Bougie cite des acteurs, Simon Messeguer. Oui, écoutez, il cite des acteurs qui sont connus. Écoutez, je ne que vous dites que ça ne concerne pas les une Africains. chose, je dis ça ne concerne pas les Africains. Les Ivoiriens ne doivent pas s'offusquer de ce qui est dit là. Non, les Ivoiriens ont fait leur deuil. Ils sont tournés désormais vers l'avenir. Et je le dis pourquoi C'est pas un bagarre. Je le dis Le pourquoi président parce que ivoirien est ivoirien. on va pas rentrer dans ce débat. je le dis pourquoi parce que et je vais dire une chose. Je salue celui-là qui était Saul, qui est devenu Paul en Côte d'Ivoire, qui a compris qu'il faut mettre un certain nombre de choses de côté, rappeler les Ivoiriens et aller dans le bon sens. Gbagbo en Côte d'Ivoire, non? Ils ont relancé la politique. En fait, ça continue. La constitution nationale. Oui, il y a tout cela. Les Ivoiriens ont fait leur deuil. Ce qu'ils disaient là. Encore, vraiment. Non, ils ont fait leur deuil. Il faut laisser ce pays-là sortir progressivement et continuer avec son destin. Ce qu'ils disaient là concerne ce qui pleure aujourd'hui. Ils ont fait de mal aux Africains et ils vont le confesser. Ça, c'est le début. Prenons un cas simple que nous avons vu, où nous avons observé dans notre sous-région, la CEMAC. Prenons le cas au Tchad. Lorsque le vénérable africain Idriss Déby nous quitte dans les circonstances que tout le monde connaît, on a ce moment de flottement où justement il y a des canaux constitutionnels qui sont connus, mais on a vu aussi quand même le chef d'État d'une puissance arriver à N'Djamena valider la prise de pouvoir, alors que les Africains, la sous-région, peinaient encore à prendre conscience. Non. Est-ce que vous pouvez dire que le magicien est toujours... Non, le mot validé, on a vu. Non, le mot validé... Ou bien on a mal vu. Non, le mot validé, moi je ne la double pas. Parce que ce n'est pas un État étranger. Le Tchad est un pays membre du Conseil des Nations. Il n'y a pas de validation là-dedans. Et vous avez même bien remarqué que pendant que ce président était là, aucun autre président de la CEMAC n'était là. Je pense qu'il y avait peut-être que le président... Justement, la légitimité commence dans la CEMAC ou bien... Non, la légitimité commence en interne. C'est pour cela que nous sommes en train de dire ceci. Ces pays-là sont en train de se reconstruire, se sont reconstruits. Il ne faut pas aujourd'hui aller prendre les fardeaux des gens qui se confessent pour eux-mêmes. Jésus avait dit ceci, parce que moi je suis chrétien catholique. Jésus avait dit ceci, que ne pleurez pas pour moi, pleurez pour vos péchés. En réalité, que les Français pleurent pour leurs péchés. Parce que tout qu'on peut faire... Oui. Non, les Français. Non, les Français parce que... Non, je dis les Français parce que ceux qui les ont dirigés pendant un temps ont commis des péchés, de graves péchés en leur nom. De façon innocente, ils vont payer le prix. Parce qu'en réalité, là, c'est également la Bible. Hein? Ils ont soumis plusieurs peuples à leur désir. Aujourd'hui, là, le monde évoluant, ce n'est plus la même chose. Je vous rappelle une chose. Puisque vous parlez d'Idriss Déby, je prends un cas de figure. Vous avez un Boko Haram, les Boko Haram. Parce que j'ai vu le président camerounais qui parlait de nous déclarer la guerre au Boko Haram. Oui. Au lieu d'à Boko Haram, de déclarer à Boko Haram, il a dit au Boko Haram. Ça veut dire qu'il y a peut-être plusieurs Boko Haram. Quand cette nébuleuse-là sévit au bassin du lac Tchad, qu'est-ce qui se passe? On laisse
ces Africains à leur merci en leur posant des conditions ignobles. Qu'est-ce qui se passe? Le Tchad, le Cameroun et le Nigeria prennent leur destin en main. Ils ont créé une force mixte multinationale. Les pays étrangers, non, vous comprenez. Non, je suis en train de vous montrer. Je suis en train de vous montrer justement que la France-Afrique pour les Africains est dépassée. Que les Africains, depuis 2011, ont pris leur destin en main en se disant que ce qu'on a fait à Kadhafi, l'humiliation qu'on a fait à Gbagbo, en montrant comment ils étaient en petite tenue avec une grande dame comme Simone Gbagbo, ils vont faire ça à tout le monde et il fallait prendre conscience. C'est donc en 2011 que les Africains ont pris conscience que... l'impression qu'il y a je vous dis, ce que vous voyez aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, notamment francophones aujourd'hui, cette émancipation ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe à la fin, et là je chute, ce qui se passe aujourd'hui avec cette confession, qui en réalité ne concerne en rien les Africains. Nous avons aujourd'hui d'autres choses à faire. Ça concerne c'est aujourd'hui le fait que vous avez tant fait de mal. Vous allez donc vous confesser et le monde entier sera en réalité ce que, parce que les Italiens, j'ai une parenthèse, le ministre italien avait heurté, je crois, Sarkozy en son époque pour dire que vous parlez aujourd'hui vous voulez parler de l'Italie alors que vous pillez l'État africain. Donc, évidemment, tout le monde aujourd'hui, alors, une minute, avant que M. Maïen prenne la parole. Je voulais vous rassurer que lorsque le président français arrive au Tchad, tout est déjà fait. Ils sont pas d'Adoubé. Ce n'est pas lui qui a décidé. Je ne vous dirai pas qui. Oui. Mais si vous regardez comment c'est structuré au Tchad, vous avez encore qui est le patron de la cuisine interne du président tchadien. Il était avant consul général de Tchad à Douala. Donc en réalité, lorsque le président Macron arrive en N'Djamena, le pouvoir de N'Djamena est déjà en place. Il n'a pas de choix. C'est lui qui s'adapte, pas l'inverse. Merci. Ne confondez pas. Je ne vous dirai pas comment ça s'est passé, mais nous le savons tous. Ce n'est pas Macron qui a placé le fils Idriss Déby au Tchad. Et la preuve, c'est la suite. Comment se passe la coopération entre le Tchad et la France aujourd'hui et les autres pays? Merci. Là, vous allez comprendre. Merci, Monsieur Niek. Monsieur Mayo, alors, sur ce plateau, justement, on a l'impression que les Africains, pour certains, captent le message de Robert Bourgi. Pour d'autres, on balaie du revers de la main, mais la réalité est là. Peut-être la France-Afrique, morte aujourd'hui, pourra renaître sous une autre forme. Mais c'est pour ça que je vous ai dit, vous demandiez tout à l'heure, est-ce que la France-Afrique reste active? Mais que je vous dis, oui, elle reste active. Au mieux des cas, elle se bat à se maintenir en action. Je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai entendu ici. Vous savez, pour ma part, M. Robert Bourgi doit être banni. Il est même déjà banni. Parce qu'il court de risque. Il a trahi un secret, le secret français. C'est-à-dire qu'à tout moment, les Français qui sont dans ce réseau peuvent dire, est-ce que vous pensez que s'il vous plaît, est-ce que vous pensez que Robert Bourgi peut faire cette communication dans les médias que nous avons cités sans qu'il y ait reçu des autorisations en amont? Mais c'est là aussi possible. Non. Il peut ne pas recevoir. Il peut ne pas. Il y a deux hypothèses. Première hypothèse, il peut se lever pour se laver la face ayant été trahi par son clan français, bien entendu. Il se lave la face et il verse tout dehors. Et il se lave où? Deuxième chose. Dans la rivière du gouvernement français. Deuxième chose, c'est qu'il n'a pas seulement trahi les Français. Il a également trahi les Africains qui sont dans ce créneau. C'est-à-dire que tous ceux qui ont bénéficié de ces adoubements, c'est sur la place publique depuis 20 ans. Tout ça, il a encore trahi. Parce qu'en réalité, il y a certains noms. Aujourd'hui, comme lequel qui est nouveau. Non, il n'y a aucun nom qui soit nouveau. Ah bon, mais en réalité, cela ne fait que, n'est-ce pas, de montrer comment ce que nous soupçonnions à l'époque devient aujourd'hui une vérité vraie. C'est-à-dire qu'on ne soupçonnait pas. On a vu les armées françaises intervenues en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on soupçonnait? On ne soupçonnait pas.
Bon, maintenant... On a vu l'armée française en Côte d'Ivoire intervenir. Monsieur, permettez Bon, à... alors, maintenant, pour ce qui est de la France-Afrique elle-même, en réalité, la France-Afrique, sa mort viendra du panafricanisme. La prise de conscience de nos dirigeants et de nos politiques fera en sorte, doit aboutir à la construction de l'idée, de cette idée du feu président Gagné comme un Nkrumah, qui pense à une nation, à une union, enfin à une nation, à des nations unies africaines, Oui. à travers l'Union africaine. Il faut donc qu'en réalité les dirigeants de l'Union africaine prennent conscience. Monsieur Mayo, vous avez vu récemment, il y a quelques jours, la francophonie, le sommet de la francophonie qui s'est achevé. Vous avez eu l'impression qu'il y a eu une prise de conscience lorsque l'on voit la posture des chefs d'État africains qui, tout le monde va bien faire la belle photo à l'Élysée. La France est trop maligne. La France est trop maligne. Et l'Europe même d'ailleurs. Et c'est ce que M. Ndiaye disait tout à l'heure. En réalité, l'Europe est très maligne. Vous savez pourquoi? Il multiplie les instruments pour maintenir l'Afrique dans le néocolonialisme. Il n'y a pas que la France-Afrique, il n'y a pas que la francophonie, il y a le Commonwealth. Au-delà, lorsque nous quittons un bandit que nous connaissons, nous tournons vers un autre bandit que nous ne connaissons même pas d'avant, nous ne connaissons pas trop. Le nouveau bandit va s'inspirer de nos faiblesses connues chez l'ancien partenaire pour nous broyer davantage. Vous comprenez un peu. En réalité, il faut une construction des Nations Unies africaines qui fera en sorte que les nations de l'Afrique puissent parler d'une seule voix. Si les nations de l'Afrique ne peuvent pas parler d'une seule voix, on va utiliser une nation proche pour détruire une autre nation. Il suffit de passer en Afrique centrale, nous connaissons quelles sont les nations qu'on peut utiliser contre telle autre nation. Il suffit de passer par telle frontière pour arriver sur telle personne, se percher au-dessus d'une colline, envoyer deux coups de feu, le pays voisin sera à feu et à sang. Donc il faut une certaine construction africaine à partir de l'idée de Kwame Nkrumah qui pense à des Nations Unies africaines. Merci. Alors, Jean-Louis Vouna, si on était dans l'armée, est-ce qu'on peut dire, on peut répondre à Robert Bourgi que reçu 5 sur 5? Est-ce que vous avez l'impression que les leaders africains ont capté toute la profondeur de cette sortie via son ouvrage de Robert Bourgi? A-t-il été reçu sur le continent? A-t-on pris conscience de la gravité des propos tenus par Robert Bourgi sur les différentes antennes où il est passé? La gravité, la prise de conscience ne viendrait jamais et ne peut pas venir de Robert Bourgi. Je suis d'accord avec mon frère Messengué que depuis 2011, les faits ont été là. Est-ce que le message a été capté? Permettez-moi de Allez-y. C'est-à-dire, la prise de conscience est depuis 2011. Non, bien avant, 89 au Pôle Biya. Je parle de la jeune génération. Globalement, permettez. C'est-à-dire, on ne peut pas aller. On sait que on sait que depuis les indépendances, il y a eu une prise de conscience et tout. Là, nous parlons d'une génération. La prise de conscience de la réalité. Oui, c'est-à-dire que depuis 2011, avec l'assassinat de Kadhafi, avec le bombardement du palais présidentiel à Abidjan, avec un certain nombre de choses. Attends, les faits sont là. Nous avons pris conscience. Mais seulement, est-ce que nous avons appris de nos erreurs? Sinon, on n'aurait plus conscience de quoi alors? Non, permettez, vous pouvez prendre conscience sans apprendre de vos erreurs. Oui, bien sûr, vous pouvez prendre conscience. Dans une même Permettez, vous pouvez prendre conscience parce que des faits sont là, la maison brûle. Et vous essayez d'éteindre le feu, mais sans prendre conscience de sa stratégie de reconstruction. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, monsieur le maire et honorable. Le problème, c'est quoi? C'est que quelles sont nos erreurs sur le plan stratégique? Parce que les peuples d'Afrique vivent sur quoi? C'est pourquoi la France-Afrique envoie son grand maître, son prêtre, venir nous parler. L'héritier de Foucault. L'héritier de Foucault, venir nous parler. Parce que nous sommes émotifs, émotionnels. Et ça vend d'ailleurs. Et idéalistes. Et l'idéalisme conduit dans l'illusion. C'est-à-dire, les Africains pensent que nous sommes dans un monde divin, là-bas au ciel. Et que c'est le tour de l'Afrique. Et que parce que nous pensons que c'est le tour de l'Afrique, il n'y a pas de stratégie à mettre en place. Moi, je vais vous citer quelques exemples de nos erreurs. Oui. Et ça, il faut l'avouer, il faut qu'on apprenne. Il ne faut pas seulement qu'on vienne ici et dire que non, on a pris conscience. Non, on a pris conscience, mais on a quelle stratégie? Je prends un exemple simple. Et ça va choquer des gens. Oui, on a tué le guide libyen. Mais je pose la question. Le guide africain. Le guide libyen africain, oui.
si on veut regarder aussi les erreurs stratégiques du guide libyen, comment quelqu'un à qui la Russie a donné le développement nucléaire, qui avait jusqu'à 6 ogives nucléaires, a pris, et la Bible, je vais encore convoquer la Bible m'enseigne que pour que l'homme soit accro chez toi, il faut qu'il te désarme. Ça veut dire que le guide libyen a pris ses ogives nucléaires, il allait donner à la Grande-Bretagne. Vous savez ça? C'est une erreur stratégique. Le guide libyen a financé les banques occidentales. Il a financé les gouvernements occidentaux. Il a mis tout l'argent de la Libye dans les banques occidentales. Qui, je le dis, Metengue, je le dis, si tu veux, on fait une omission, on apporte des preuves. Un pays nucléaire ne peut pas aller donner ses armes à un ennemi. Tu dessines ça comment? Je le dis, écoutez. Porter les ogives nucléaires pour aller donner. Tu fais comment pour Je le dis que la Libye a été nucléaire. Il y a au moins 4 sites nucléaires en Libye jusqu'à présent. Et la Libye a été nucléaire avec des armes nucléaires. Je dis, c'est des erreurs stratégiques que l'Afrique doit prendre. Nous sommes dans un monde global, mais un monde global divisé en blocs. Lorsque l'AES, comme nous le voyons aujourd'hui, a pris sur le plan idéologique de faire alliance avec la Russie et la Chine, demain ou après-demain, quand nous voyons des projets de nucléaire au Burkina Faso, que nous voyons au Mali, quand ils vont devenir émergents comme la Libye. Il ne faut pas demain ou après-demain qu'on se retrouve que la Libye est allée s'allier à Sarkozy, la Libye est allée s'allier à la Grande-Bretagne, la Libye est allée s'allier à l'Italie. Je dis, c'est des choses que nous devons apprendre. Qu'un homme, quand tu es déjà armé, on ne va pas s'allier à l'ennemi. J'ai l'impression, permettez. Première erreur, c'est que les Africains sont toujours en train de rentrer vers leurs colonisateurs. Je prends le deuxième pays, l'Angola. Nous avons plus de 30 ans de guerre, soutenu par l'URSS. En fin de compte, aujourd'hui, l'Angola investit plus au Portugal qu'ailleurs. Que d'autres pays africains. Il y a le Congo à côté, il y a les 2 Congos à côté, il y a même la CRC. On n'a aucun investissement angolais. Mais il rentre au Portugal investir. C'est de la trahison sur le plan idéologique. C'est des erreurs stratégiques. La géopolitique n'est pas un buffet qu'on donne où chacun vient choisir un plat qu'il veut manger. La géopolitique, c'est qu'on juge le rapport de force sur le plan idéologique et on fait des alliances idéologiques. Cuba n'a jamais trahi l'URSS jusqu'à la Russie. Comment une île peut tenir devant 50, un État continent comme les États-Unis? Parce que Cuba a gardé la même idéologie et resté fidèle à ses alliances. Merci. Non, laissez-moi chuter. Vous avez chuté. Oui, je suis donc en disant ceci. Je suis donc en disant ceci. Il faut que nous apprenions de nos erreurs. Il faut aussi avouer que nos leaders, quelque part, je l'ai dit, ont l'imaginaire enchaîné. Ces leaders, qu'on accuse aujourd'hui. Comment voulez-vous, si on veut croire à Bougie, que Gbagbo Conseil panafricaniste a été financier des gouvernements français? Non, soyons sérieux. Il faut qu'on se le dise en se regardant en face que eux qui ont fait ces erreurs-là, que ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, que ce soit à l'AES, que ce soit au Togo, que ce soit un peu partout, qu'on leur dise que les erreurs stratégiques, la géopolitique, ce n'est pas un buffet où chacun choisit le nombre, ce qu'il veut. C'est qu'on épouse des idéologies et on fait des alliances et on reste fidèle. Et on s'enferme. On s'enferme. On reste fidèle aux alliances idéologiques. Pourquoi? Parce que la Chine, la Russie, la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, ils ne changent pas. Merci, Jean de Dieu. C'est pas un buffet. Merci. On peut faire des marchés avec les autres, mais on ne peut pas aller sur Kakari les alliances idéologiques. On vous a compris. Merci pour votre déroulé. Il nous reste très peu de temps, à peine 4 minutes. On va essayer rapidement de donner la parole à tout un chacun. Paul Stéphane Manunga. Alors, comment est-ce qu'on lorsqu'on est chef d'État en responsabilité sur le continent, lorsque l'on a une longue histoire avec la France, comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'un acteur comme Bourgi sort de l'ombre dans laquelle il n'aurait jamais dû sortir et vient vous révéler ce que vous vouliez garder secret? On balaie de la main, on cherche à l'écarter,
On se retire de la scène, on observe, qu'est-ce qu'on fait pour que le pareil soubresaut de l'histoire n'expose plus à l'Afrique des Africains? J'aime bien votre question parce que je ne suis pas très d'accord avec ce qui a été dit sur ce plateau. Je ne suis pas très d'accord parce que si on fait une analyse socio-historique, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours eu de pareilles révélations et ça ne nous a pas servi. Et on s'est toujours retrouvé dans les mêmes situations. Si on prend de Ruben Oumniobe jusqu'à ce jour, on prend même de Patrice Lumumba, jusqu'à ce jour, on va se rendre compte qu'il y a toujours eu des Français qui sont sortis avec des révélations. Oui. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, l'Afrique n'a pas pris conscience. Elle va toujours à la francophonie. Parce que, contrairement à ce que les gens pensent, la sortie de Bourgi a un message très profond. Ce n'est pas la mort de la France-Afrique, c'est la mutation de la France-Afrique. Je suis d'accord. Ce n'est pas la mort de la France-Afrique, c'est la mutation. Ils sont plutôt en train de vous dire que la France-Afrique est en train de muter. Oui. Parce qu'il y a le contexte de la sortie, il y a même le prétexte de la sortie. La motivation même, justement, Bougie, il y a même le nom qui apparaît, tous les médias. Ils sont en train de s'adresser, premièrement, au chef d'État france-africain. Ils sont en train de leur dire que ce que vous êtes en train de faire là, vous vous amusez, je gâte. C'est ça, je parle comme au quartier. Oui, oui. Ils s'adressent d'abord au chef d'État france-africain, ils sont en train de leur dire qu'on vous contrôle, vous vous amusez, on gâte. Ça, c'est la vérité qu'ils sont en train de dire. Ils sont en train de nous dire que vous là, les populations, vous ne contrôlez rien. C'est nous qui menions le game. Je parle comme au quartier pour qu'on nous comprenne. Donc il faut comprendre aujourd'hui que le seul pays ou le seul continent avec lequel l'Afrique doit faire une alliance, c'est avec l'Afrique elle-même. Oui. C'est avec personne d'autre. Ce n'est pas avec la Russie, ce n'est pas avec la Chine, ce n'est pas avec les États-Unis. C'est avec l'Afrique elle-même. Parce que la France-Afrique est un système. Et on combat un système avec un autre système. Quel est le système africain? Excellente question. Simon Messengue, 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en responsabilité et que Robert Bougie vienne à vous révéler ce que vous saviez déjà, mais que malheureusement ou heureusement vous vouliez cacher aux Africains? Il ne révèle rien. Nous sommes convaincus d'une chose et je partage partiellement ce que Stéphane a dit, dans la mesure où oui, il y a toujours eu des révélations comme ça, mais il y a eu aussi des évolutions en état. Quand les Oumniobé sont passés, il y a eu les indépendances qui ont été parachevées par la suite. Donc ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas d'un claquement de doigts que les révolutions se passent, que les changements se font. Il y a des réformes qui se font et ça avance. Nous sommes arrivés à une position de rupture et d'égalité. C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'une mutation, il s'agit en clair d'une confession. Et de ce fait-là, il faut bien savoir Jacques ce qui va se Chirac passer. s'était confessé. Et je voudrais dire une chose, c'est quoi? C'est que quand certains de nos présidents parlent, nous avons tendance à dire nous ne les comprenons pas. Il y a le président camerounais qui aux Nations Unies, je crois en 2017, avait parlé de la réforme du système des Nations Unies. Quand il le disait, on ne savait pas que le monde qui est en train de prendre feu aujourd'hui allait prendre. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de gendarmes du monde. Ça n'existe plus. De deux, il y a une multipolarité où chacun aujourd'hui a des armes atomiques, comme tu parles ici, ça va dans tous les sens. Où sera l'équilibre? L'équilibre, justement, c'est celui qui n'a pas d'armes. C'est l'Afrique. Et donc, de ce fait, il a demandé, et c'est ça la solution, qu'aujourd'hui, puisqu'on sait que vous étiez des mauvais, et pourquoi on n'en arrive pas là aujourd'hui, la condition de l'Afrique, c'est que dans le Conseil de sécurité, qui régule le rapport de force dans le monde, nous exigeons 2 places de membres permanents sans droit de veto. Avec droit de veto. Alors, il n'y a pas possibilité d'avoir le droit de veto parce que vous n'avez pas l'arme. Non, c'est une illusion. C'est des personnes bien plus intelligentes et qui comprennent mieux la géopolitique. Quand ils vous le disent, il est mieux de Monsieur Simon Messengue, vous n'avez plus la parole. Oui, pour moi, il faut une prise de conscience collective. Oui. Il faudrait que nos dirigeants comprennent que leur légitimité vient, n'est-ce pas, de leur peuple et non d'ailleurs. Et il faut, cette prise de conscience doit faire naître en Afrique un véritable panafricanisme. Merci. Roger Vouna, 1 minute. Qu'est-ce qu'on fait lorsque Robert Bougie nous rappelle la face hideuse de la France-Afrique qu'on croyait enterrée? Lorsque la France-Afrique a bombardé des familles, tué des milliers de personnes en Afrique, je dirais des millions de personnes,
c'est la rupture. La rupture idéologique, la rupture éducationnelle, culturelle, la rupture sur le plan même politique, la rupture économique. Pourquoi économique? Parce que si il y a une rupture économique, la France devra vraisemblablement se repentir. Pour le moment, parler de confession, je ne vois aucune confession, je ne vois aucun repentir. C'est un message adressé pour se moquer et pour nous dire, comme je l'ai dit, et que Stéphane a renchéri, que vous ne pouvez rien. Et maintenant, il faut leur montrer d'une manière forte que nous pouvons. Nous n'avons pas besoin pour nous libérer d'avoir 2 membres au Conseil de sécurité n'ayant pas l'arme nucléaire. Parce que tous les membres du Conseil de sécurité sont nucléairement armés. Et c'est impossible d'avoir le droit de veto si tu ne peux pas te défendre. Tu vas dire à un État... Vous ne m'avez pas compris. Vous ne pouvez pas avoir le droit de veto face à moi alors que j'ai l'arme nucléaire. C'est une illusion, monsieur Gué. Vous pensez que vous allez dire non aux États-Unis n'ayant pas l'arme nucléaire. Monsieur Niaï, quand même une minute. C'est pas ça la Stéphane solution. Baga, Oui. là où je suis d'accord avec Stéphane Menunga, c'est qu'il faut arrêter de pleurer. On combat un système mauvais en créant un système qu'on estime bon. On combat une culture qu'on estime mauvaise en créant sa propre culture. Il faut que l'Afrique s'assume. Que l'Afrique ait un système qui soit le sien. En ce moment-là, que l'Afrique adresse ses propres politiques et qu'on aille dans le carrefour de venir de recevoir. On verra bien qui vaut quoi. Merci Sylvestre Lebel et Niek pour votre prise de parole qui nous permet de mettre un terme à cette édition de Ouro Africa. On a abondamment épilogué sur les sorties, les confidences de Robert Bourgi. Merci à vous qui avez abondamment réagi sur nos différentes plateformes. Merci à toi, Rodrigue Albert Evina. Ta contribution n'a pas été oubliée. Mesdames, Messieurs, merci justement de nous avoir regardés. Retrouvons-nous lundi prochain lorsque ce sera 21h à Yaoundé au Cameroun, justement parce que l'Afrique est au cœur de notre réflexion. Bien le bonsoir. Maintenant, le débat peut continuer. Non,